Référence de sites internet russes pendant l'élection présidentielle française. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Virginie Rosière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne. Vous appartenez au groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Vous êtes par ailleurs conseillère régionale d'Occitanie. Merci à vous d'être sur ce plateau. J'accueille également Divina Fromegz. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université Paris 2 Sorbonne Nouvelle en sciences de l'information et vous faites partie du comité d'experts sur les fake news qui a été mis en place justement par la Commission européenne en novembre 2017. Pierre Ouzoulias est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des affaires européennes. Première question pour vous, Divina Fromegz, puisqu'on voit bien les choses qui s'accélèrent un petit peu au niveau européen avec ce code de bonne conduite qui devait être bientôt soumis. C'est une bonne chose que l'Europe s'attaque à son tour à cette lutte contre les fake news ? Oui, je crois, parce que nous sommes dans un média qui est transfrontière. Et donc qui ne peut pas être géré, me semble-t-il, dans les limites d'un seul pays. Ouais. Et donc le fait que l'Union européenne, qui est le plus gros marché mondial pour ces médias sociaux et ces plateformes agissent et donnent ce signal, ça peut avoir une valeur d'exemple et un modèle d'entraînement pour d'autres régions du monde qui sont aussi soumises à ce genre de problèmes, de désordre de l'information, comme nous les appelons. Virginie Rosière, c'était important, c'était attendu justement, ce code de bonne conduite qui va certainement être présenté aux plateformes et aux réseaux sociaux ? Oui, normalement c'est demain que la Commission européenne présentera sa communication sur le sujet. Je pense qu'on y retrouvera beaucoup des recommandations du groupe d'experts. C'est un pas important, mais qui est une manière d'aborder un sujet qui est plus vaste, qui est quelle est la responsabilité aujourd'hui des grandes plateformes numériques qui jouent quasiment le rôle de médias dominants dans le monde numérique, en position quasi monopolistique, avec des obligations de déontologie et des obligations de responsabilité qui sont bien en deçà de ce qu'on exige, nous, des médias classiques. Donc ça pose une vraie question de distorsion de l'information et de nature du rôle de ces plateformes. Donc ce code de bonne conduite, c'est un premier pas, mais je pense qu'il y a une réflexion plus globale à comment est-ce qu'on organise nos libertés publiques dans le monde numérique, en fait. Ouais. Pierre Ouzoulias, c'est vrai que parmi les recommandations du groupe d'experts, il y a le fait d'exiger de ces plateformes de la transparence en expliquant notamment comment fonctionnent les algorithmes qui sélectionnent les informations. Je sais que ce sujet vous tient également à cœur. C'est possible d'avoir une influence, des dispositions coercitives sur ces plateformes ? Oui, mais il faudrait d'abord que le gouvernement respecte ces consignes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les algorithmes fleurissent partout, notamment dans les relations entre les usagers et le service public, et la nécessité de transparence, elle est essentielle. Le président Macron et le député Villani ont pris des engagements fermes sur le sujet. Il faut maintenant qu'ils soient appliqués pratiquement et réellement, ce qui n'est pas le cas. On a bon espoir de forcer justement les réseaux sociaux et les plateformes à être plus transparents dans la mise en ligne de ces informations ? C'est un peu l'enjeu. Vous avez vu que normalement la préconisation va être une préconisation à 2 étages. Un premier étage qui est celui de la carotte. Discutons ensemble, mettons ensemble ces codes de bonne pratique qui n'existent pas ou qui sont très sporadiques, qui ne sont pas vraiment respectés et qui n'engagent à rien. Si ça ne marche pas, alors on pourra passer à plus de réglementation. Et je crois que historiquement, ça s'est passé comme ça à chaque fois qu'il a fallu apprivoiser un nouveau média. On passe par des signalétiques, des codes de bonne conduite, et puis après du réglementaire quand c'est nécessaire. Je crois qu'en démocratie, on ne peut faire que comme ça. C'est a posteriori qu'on doit sanctionner, pas en amont, pas pour priver les gens de la liberté d'expression. Donc il vaut mieux, à mon avis, procéder comme on l'a fait. On a beaucoup hésité. Une des raisons pour lesquelles nous, les chercheurs, on a préconisé et on a accepté de signer le texte aussi, c'est que du côté de la recherche, l'impact négatif des fake news n'est pas prouvé. Et que donc, pourquoi ? Parce que en fait, ça vient plutôt des usages qui sont mis en place depuis longtemps sur Internet, et le fait qu'il y ait beaucoup de biais cognitifs qui entraînent les usagers à cliquer avant même de lire les mots, les textes, les titres, et donc des biais de confirmation qui sont déjà mis en place dans des groupes Facebook ou Twitter qui se suivent depuis longtemps, donc des effets de chambre d'écho qui sont déjà là, avec une incitation
certes à cliquer pour monétiser, hein, mais qui vient aussi de la question des usages. Donc c'est pour ça que dans nos recommandations, nous on a beaucoup mis en avant l'éducation, l'éducation des publics, parce que au final, c'est les meilleurs filtres et ça permet aux communautés aussi quand même d'exprimer du dissensus, d'exprimer du mécontentement, hein, et notamment en période d'élection. Hein, donc on était justement un petit peu, sur ce point, puisqu'en période électorale, ça ne peut pas difficulté. influencer une campagne électorale, la diffusion de ces fausses informations, Virginie Rosière? C'est le risque. On a vu effectivement des situations, et on peut se poser la question sur certaines campagnes, mais je ne suis pas sûre que ce soit la fausse information qui soit... J'ai l'impression que c'est plus un symptôme qu'une cause. Comme ça a été dit, en fait, c'est le symptôme de communautés fermées, d'imperméabilité de ces communautés à une information exogène qui vient contredire justement ce qui est régulièrement brassé. Donc, c'est plus une question, comme je le disais tout à l'heure, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on organise l'agora publique, le lieu du débat, dans le monde numérique, pour sortir de ces bulles fermées et aussi pour ceux qui sont entretenus en fait par les plateformes, parce qu'on peut déplorer tous collectivement, les plateformes y compris, l'émergence de fausses nouvelles. Mais en fait, si elles émergent et si elles prennent de l'ampleur, c'est parce qu'on a quand même des algorithmes qui vont avoir des objectifs, de maximisation d'audience et donc de renforcement dans des convictions et des certitudes déjà acquises. Et peut-être que, justement, pour moi, la question elle est vraiment sur la responsabilité de ces plateformes, plus que sur le fait de combattre tel ou tel symptôme. Attaquons-nous plutôt aux causes qui font que ce qui marche le mieux, ce qui crée l'audience la plus forte et donc la collecte d'informations la plus pertinente, la monétisation la plus forte, ça va être les nouvelles les plus grossières, les plus outrancières et c'est celles qui vont être le plus propagées. Alors on sait que la France va légiférer en matière de fake news. Emmanuel Macron s'était estimé lui-même visé par des fake news pendant la campagne. Je vous propose de réécouter le chef de l'État. Nous vivons l'irruption dans le champ médiatique des fausses nouvelles, les fake news, comme on le dit dans le monde anglo-saxon. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre public l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Alors on continue ce débat alors qu'on accueille Jean Bizet. Bonjour, d'être le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, sénateur LR de la Manche. On voit bien que la France va se doter d'une législation pour lutter contre les fausses informations. Quand la Commission européenne, ça va passer par de simples recommandations. Est-ce qu'il ne faut pas être plus offensif de la part justement de Bruxelles pour lutter contre ces fake news ? Je souhaiterais qu'on aille plus loin, c'est exact, mais c'est un premier pas dans un domaine qui n'est pas facile. Et puis, si dans un premier temps, ça ne concerne que les problématiques électorales, moi, je suis beaucoup plus marqué par cette désinformation qu'il y a dans le domaine scientifique. On voit les dégâts, hein, je pèse et sous-pèse mes mots, les dégâts que peuvent considérer un certain nombre d'informations, par exemple dans le domaine de la vaccination, si vous voulez, où là, il faut quand même encadrer un certain nombre d'informations qui sont loin d'être, je dirais, la vérité. Mais ce n'est pas facile parce qu'on est à la limite d'un certain nombre, de réflexions là-dessus. Mais pour moi, je souhaiterais que nous allions plus loin. Mais il faut légiférer avec véritablement, dans ce domaine-là, vraiment une main tremblante. Pierre Ouzoulias, c'est vrai qu'il y a la position française avec cette proposition de loi qui sera bientôt soumise à l'approbation du Parlement. On sait que l'Allemagne aussi a décidé de frapper au portefeuille. Il faut aller plus loin, être plus strict, plus sévère vis-à-vis de ces plateformes et des réseaux sociaux. Moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement a fait machine arrière. Le Sénat a voté la semaine dernière une loi sur le secret des affaires qui restreint la capacité des donneurs d'alerte à justement s'opposer à des campagnes de désinformation. Ce que disait le président Bizet à propos des informations d'ordre scientifique est vrai. Le problème, c'est qu'on rentre aujourd'hui dans l'ère de la fabrication du faux.
Et je vous rappelle le Dieselgate, etc. Il y a des campagnes de désinformation qui sont organisées, cohérentes, avec d'énormes moyens. Et il faut pouvoir y résister. Et le donneur d'alerte, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une sentinelle de la démocratie qu'on devrait mieux protéger. Et je regrette à ce titre que la loi sur le secret des affaires ait fragilisé leur position. On a besoin de contre-pouvoir, et notamment du contre-pouvoir des médias. Qui est indispensable, je le dis avec grand plaisir sur votre plateau. On doit conforter aujourd'hui les libertés de la presse, où qu'elles soient, et notamment en Europe et dans l'Est de l'Europe, où elles sont on va y venir avec danger. effectivement le rapport de Reporters sans frontières. Je reviens aux propositions de la Commission européenne. C'est vrai qu'on parlait de l'éducation aux médias, de ce code de bonne conduite. Ça paraît un petit peu insuffisant, peut-être, justement, pour lutter efficacement contre ces fake news. Alors c'est vrai qu'on a eu des tensions et des débats. Nous voulions, certains d'entre nous, une enquête justement économique sur le modèle économique des fake news. On n'est pas allé jusque-là. À cause de la menace que les plateformes partent de la table des négociations, et nous voulions qu'elles continuent à en faire partie, parce que nous essayons de mettre en place une dimension de gouvernance multi-acteurs où il faut que tout le monde soit là, y compris les plateformes. Elles sont une partie du problème, il faut qu'elles soient une partie des solutions. Nous voulions aussi que les médias restent, mais c'est vrai que nous avons aussi dénoncé les asymétries en ce moment, des modèles économiques et des obligations des médias de masse par rapport aux médias sociaux. Je crois, moi, j'aimerais bien personnellement qu'on aille plus vers la preuve que les médias sociaux sont des médias, ce qui n'est pas encore accepté vraiment, et donc un changement de statut juridique. Mais il va falloir être courageux, et ça, je pense que on en est qu'à une première étape pour aller vers une régulation transmédia, parce que tous les médias en fait sont concernés, même les médias de masse. Il faut revoir leur statut si on veut le protéger. Donc il y a vraiment sans doute des choses encore à améliorer, mais ça dépasse à mon avis juste le cadre de la fake news. On est dans la consommation, la protection des consommateurs, on est dans la directive e-commerce, on n'est plus dans la DG Connect, on est dans la DG Compétition. Donc il y avait aussi des contraintes que nous avions qui étaient des contraintes de territoire dans les différentes divisions de l'Union européenne. Et ce qu'on espère, c'est qu'elles vont toutes se mettre en marche. Elles sont en train de se mettre en marche les unes et les autres pour aller vers davantage de régulation, mais une régulation qui fait attention aux libertés fondamentales, qui restent quand même, on le disait sur les journalistes, qui restent essentielles et les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'il faut avant tout que eux puissent s'exprimer. Le reste peut se réparer, les surfaces de réparation existent, l'éducation en étant une. Alors Jean Bizet, ensuite Virginie Rozière. C'est vrai qu'il serait souhaitable d'aller plus loin et plus vite. Ceci étant, il faut appréhender ça au travers du temps long qu'est le temps européen. Et on peut reléguer ça à d'autres informations ou à d'autres actions, telles que le règlement général de la propriété des données qui est aujourd'hui d'application directe. Bon. Il nous aura fallu, quand on remonte à la loi de 78, beaucoup de temps pour intégrer ça, je dirais, dans la législation européenne. Parce qu'on est maintenant dans l'immédiateté de l'information, j'oserais dire, une fake news aujourd'hui chasse l'autre de demain, ça va extrêmement vite. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus laisser un certain nombre de médias, il y a des médias sérieux, vous faites partie, madame, et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je crois qu'au fil du temps, on va essayer je pense que la loi, les textes, et au-delà des réglementations, vont faire le tri de tout cela. Virginie Rozière. Oui, je voulais aller dans ce sens. Alors, je vais me répéter un petit peu, mais on a quand même une question de statut de ces plateformes et qui sont aujourd'hui en concurrence directe avec des médias qui ont des obligations de responsabilité, de déontologie et à laquelle ces plateformes ne sont pas soumises. Plutôt que moi je trouve que c'est assez dangereux d'installer un système, comme il était question on verra ce qu'il y a dans les débats, mais dans la loi française de censure, puisqu'il s'agit d'ordonner la mise
hors ligne de contenu censément faux. Mais ça pose des questions assez vertigineuses en fait, parce que la question elle est de qui établit la nature. En période électorale, on voit bien la nécessité de mettre hors ligne très rapidement, mais à l'inverse, si vous avez des éléments réels qui sont censurés, qui sont coupés. Moi, j'ai eu des amis pendant la campagne législative qui ont eu des dénonciations, des signalements malveillants de leur page Facebook et qui ont été empêchés de faire campagne, justement par des faux signalements. Donc, on voit bien que c'est une arme à double tranchant qui peut entraîner créer des problèmes qui seront encore plus lourds à gérer, encore plus problématiques que la situation aujourd'hui des fake news, qui, à mon sens, encore une fois, est un symptôme. Et je pense qu'il ne faut pas exclure le volet réglementaire et le volet réglementaire européen. Comme l'a dit M. Bizet, le règlement général de protection des données personnelles entre en vigueur dans un mois, le 25 mai. Et si vous êtes utilisateur de Facebook ou de Twitter ou de plusieurs réseaux sociaux, vous avez vu une mise à jour des conditions générales et dans certains cas une communication pour vous dire que vos données personnelles seront mieux gérées. Donc on voit qu'on peut construire des avancées dans le sens de la protection de l'intérêt général, de la protection des utilisateurs, y compris par le biais de la régulation qu'il ne faut pas exclure. Ouais, justement, Pierre Ouzoulias, puisque Virginie Rosière parle de ce règlement général sur la protection des données personnelles, il va entrer en vigueur le 25 mai. Ça a été compliqué, nous rappelait Jean Bizet. Est-ce que si on peut faire un parallèle avec ce qui va se passer pour la lutte contre ces fausses informations en ligne, là aussi ça va prendre autant de temps pour mettre en place une véritable législation Je le crains. Il y a énormément de travail, mais moi je voudrais insister sur un point que vous avez soulevé, madame, et qui est absolument fondamental, qui est celui de l'éducation et de la formation de l'esprit critique. Je pense qu'on n'arrivera jamais à maîtriser la propagande et la désinformation par la répression. C'est historiquement connu. En revanche, on a besoin que les citoyens et les citoyennes aient un esprit critique pour démêler le faux du vrai. Et pour ça, il faut une information pluraliste et la capacité intellectuelle de confronter les différentes sources. Donc il y a un travail essentiel à faire dans nos écoles, dans les lycées et à l'université pour former les citoyens à cet esprit critique. Et ça, c'est vrai que dans le rapport, nous le disons, parce que nous alertons au fait que l'éducation aux médias n'est pas bien faite, n'est pas profondément faite et n'est pas faite de manière juste et sociale. Elle arrive dans certains endroits, pas d'autres, etc. Donc on a même demandé à ce qu'elle soit inscrite dans les compétences PISA, c'est-à-dire qu'elle soit effectivement évaluée plutôt que d'être une variable d'ajustement dans les cours des enseignants en ce moment. Elle n'est pas du tout, pratiquement pas pratiquée dans les ESP, donc dans les endroits où on forme les enseignants à venir. Et donc là, il y a un vrai problème, un abandon presque de la République par rapport à ces questions importantes, parce que les fake news ne sont qu'un des éléments des désordres de l'information. Il va y en avoir d'autres. Il y a la radicalisation, il y a toute une sorte comme ça de constellation de désordres que j'appelle les risques médiatiques qu'il faut aussi prendre en même temps que les opportunités médiatiques. Et je crois que l'éducation média, elle donne cet équilibre entre les risques, les menaces, les menaces à l'intégrité des élections, les menaces à l'intégrité de l'information, mais aussi les opportunités d'expression, de liberté d'expression que sont les médias sociaux. Et donc c'est cet équilibre-là que l'école doit donner pour créer des citoyens ensuite qui soient... Éducation aux médias, pluralisme de l'information. On a ce débat le jour où Reporters sans frontières publie son rapport annuel. Selon l'ONG, bien la haine du journalisme menace les démocraties. Je vous propose d'écouter Andrew Caruana Galizia. C'est le fils de Daphne Caruana Galizia, la journaliste assassinée à Malte. Écoutez, il répondait aux questions d'Adrien Develay. En fait, la France est vue comme le pays d'origine de la liberté de la presse. La plupart du soutien qu'on a reçu comme une famille, aussi comme un pays, ça est venu de la France. Ça veut dire que les Français, les organisations françaises et même les médias français connaissent très bien l'urgence de la situation de ces pays européens comme Malte. Et ça me donne l'espoir parce qu'en France, au moins, ce n'est pas nécessaire d'expliquer qu'il y a vraiment un danger pour nos libertés en Europe. Les gens le comprennent déjà. Divina Fromex, ça vous fait réagir? Oui, tout à fait, un très beau message. On est reconnaissant. C'est vrai que les journalistes sont des héros, c'est les héros de la curiosité. Et RSF, justement, vient de sortir aussi leurs normes ISO, cette proposition qu'ils font d'une évaluation et d'une certification des médias, on va dire, où il y a des informations avérées. Et je pense que c'est aussi un signal de co-régulation et d'autorégulation de la profession. Donc pour moi, c'est très important aussi.
il me semble, et puis il y a des journalistes qui interviennent dans les écoles, hein, mais il faudrait que ça soit de manière ponctuelle. Là, il y a un petit message, une petite dérive là, dans laquelle on risque de tomber en ce moment, avec beaucoup de journalistes qui interviennent dans les classes, alors que leur compétence première, c'est pas tant l'éducation que de leur côté la vérification des données. Et ce qu'on voit monter, c'est tout un nouveau métier, hein, qui est celui des fact-checkers, hein, des vérificateurs de l'info. Et là aussi, je trouve que c'est des bons signaux qui montrent qu'il y a une résilience de notre société civile et de nos professionnels. Hein. Et pour moi, ça, c'est une preuve de très bonne santé. Donc, je voudrais voir des signes, moi, d'accompagnement de ces différents groupes. En ce moment, ils sont surtout financés par les GAFAM, qui sont à la fois juges et partis. Donc, leur indépendance n'est pas réelle. Et je crois qu'il y a une très grande vigilance, là aussi, à avoir par rapport à ces solutions. Jean Bizet, cette haine du journalisme, c'est un phénomène qui n'épargne pas l'Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi, ce message était extrêmement fort. Ça fait plaisir de voir que la France est encore aux avant-gardes, je dirais, parce qu'elle a de l'éthique. Elle a été devancée par un certain nombre de pays en matière technologique, mais en la matière, elle a beaucoup d'éthique. Mais c'est vrai, pour reprendre les propos tout à l'heure de collègue Ouzoulias, il va falloir apprendre à la jeunesse à consommer et à mieux consommer, parce qu'il y a un tel, je dirais, amalgame d'informations qu'il va falloir les apprendre à réfléchir davantage par eux-mêmes. Et j'évoquais tout à l'heure, parce que je suis plus proche de ces milieux, à savoir l'aspect scientifique. Moi, ça fait des années que j'interpelle le commissaire Andriukaitis sur le sujet. Quand on voit que l'Europe s'est dotée de différentes agences au niveau national, et puis d'une autorité européenne qui coiffe l'ensemble, et quand il y a discordance dans l'information, comment voulez-vous, là aussi, bien faire comprendre à nos concitoyens comment évoluer en la matière? Donc, il y a des règles plutôt assez simples, si vous voulez. Bon, il y a des revues à comité de lecture, il y a des académies, il y a des agences, et toute information qui déborde, je dirais, de ces règles édictées, ou ces informations édictées par les structures que je viens de nommer, devraient être regardées avec beaucoup plus d'attention. Ce sera un peu plus facile, à mon avis, dans ce domaine-là. Si on revient au débat et au rapport de RSF, Virginie Rozière, c'est vrai que Reporters sans frontières s'alarme de la multiplication des violences verbales contre la presse en Europe. Mais pas que, on a une dégradation de la situation de la presse dans le monde, et en Europe particulièrement, ce qui est très inquiétant pour une zone comme celle de l'Europe. Et enfin, moi, je m'inscrirais un tout petit peu en décalage par rapport à M. Bizet, parce que pour rejoindre M. Ouzoulias, on a un discours aujourd'hui qui est de plus en plus, effectivement, un discours institutionnel de ce qui est présenté comme la réalité des choses. C'est souvent vrai, mais il n'est pas illégitime de le questionner. Et on voit aussi que ce discours est quand même de plus en plus verrouillé à des fins qui sont à la frontière entre la communication et l'information. Et on a vu régulièrement, on a vu émerger des discours qui sont en dissonance, qui sont par exemple, que ce soit en matière de santé publique, je pense au scandale du Mediator, que ce soit en matière d'impact sur la santé des perturbateurs endocriniens, du glyphosate. On a des vraies controverses avec une vérité qui est présentée comme une vérité scientifique institutionnelle, mais on voit bien qu'il y a quand même des soupçons légitimes dans un certain nombre de cas. Les interrogations sur le sont légitimes. Oui, mais donc du coup, c'est facile de disqualifier une position dissonante au regard qu'elle diffère de la vérité institutionnelle et de la taxer de fake news. Et on a besoin de personnes qui portent ce discours dissonant à partir du moment où ils ont des éléments tangibles à l'appui de ce qu'ils avancent. Et les journalistes jouent un rôle essentiel, particulièrement les journalistes d'investigation, dans le fait de rendre visible cet autre discours et après justement de permettre la confrontation de ces discours et l'élaboration d'une vérité qui justement vient de la controverse. Et les journalistes, le rôle des journalistes là est particulièrement important, des journalistes et de leurs sources. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce que disait M. Ouzoulias. La protection des lanceurs d'alerte, elle est fondamentale parce que ce sont les sources des journalistes d'investigation. C'est quelque chose qu'on pousse au Parlement européen et autant on aura demain une publication sur la lutte contre les fake news. Avant-hier, la Commission européenne a présenté un projet de directive sur la protection des lanceurs d'alerte, donc une législation ferme en cette matière. C'était une demande du Parlement européen et de notre groupe. Et donc là aussi, je pense que c'est quelque chose qui sera versé à l'appui d'une information de qualité et d'une sécurité. On arrive bientôt au terme de ce débat, justement sur ces chiffres de RSF, votre réaction? Ils sont terribles. Ils sont terribles et on se dit qu'il serait peut-être bien que la future campagne européenne pour les élections à venir dans un an,
elle porte sur ces sujets-là aussi. Ce qui est en question, c'est la construction européenne sur les bases que nous avions souhaitées, c'est-à-dire celle des droits de l'homme, du respect des libertés individuelles. Donc là, il y a un débat collectif à avoir. Est-ce que des États membres peuvent s'éloigner autant qu'ils le font aujourd'hui de ces règles de droit? Je ne le pense pas. Ça remet en question notre modèle européen. C'est un vrai débat. Eh bien, merci. Merci Pierre Ouzoulias, merci à vous Jean Bizet, merci Virginie Rosière, merci Divina Fromex. L'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui va s'exprimer devant le Congrès aux États-Unis. Il va pouvoir